Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle saison du séminaire Perspectives transaméricaines organisé conjointement par l'Institut des Amériques et l'École normale supérieure. Après une séance inaugurale début octobre au Borges des États-Unis, nous allons maintenant entamer notre série de dialogues transaméricains sur des sujets assez divers. Je rappelle que ce séminaire a lieu au début du mois, soit le premier, soit le deuxième mardi du mois, et qu'il envisage une question sous l'angle de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine à travers un dialogue de chercheurs. Donc aujourd'hui, ce sera le sujet des cours suprêmes dans les Amériques. Et puis, à la fin de ce séminaire, ma collègue Hélène Arter vous parlera de la séance prochaine ou des séances prochaines à partir de début décembre. Donc, je remercie beaucoup Yves Saint-Jour d'avoir bien voulu animer le débat d'aujourd'hui en sa qualité d'historien de l'Amérique latine, d'ancien ambassadeur au Brésil, de membre du Conseil supérieur de la magistrature et de président de l'Institut des Amériques. Merci beaucoup Yves. Vous avez la parole pour présenter nos invités et animer ce débat. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi avec un sujet particulièrement intéressant actuellement puisque nous allons parler effectivement des cours suprêmes dans les Amériques. L'actualité, évidemment, que ce soit pour l'Amérique du Nord comme pour l'Amérique latine, est particulièrement aussi vivante de ce point de vue-là, puisque dans les dernières années, et dans les derniers mois et même dans les dernières semaines, des événements se sont produits sur ses compétences, sur la question à la fois de l'état de droit, sur la question d'un gouvernement des juges, sur la question de la judiciarisation du politique, sur la question au fond du fonctionnement de nos démocraties et des démocraties en général dans le cadre de ce qu'on peut appeler tout simplement la séparation des pouvoirs, puisque que ce soit les États-Unis ou que ce soit les pays d'Amérique latine, à la suite de la Révolution américaine, de la Révolution française, de la Constitution espagnole de 1812, de l'ensemble de ce qui s'est passé en termes de transformation à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, a adopté en quelque sorte ce principe de la séparation des pouvoirs et en a ensuite construit la casuistique de façon qui sont à la fois originales, différentes, problématiques, etc. Alors nous avons ce soir deux grands experts, et effectivement deux grands experts, notamment de pays où actuellement se passent beaucoup de choses de ce point de vue-là. Maud Thiriot, qui est avec nous, qui est historienne, qui est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, Gustave Eiffel aujourd'hui, qui est docteur en histoire contemporaine après avoir été agrégé d'histoire et de l'école normale supérieure. Comme nous sommes dans ce contexte, on peut quand même en parler de cette école normale supérieure où elle est entrée première et qui est spécialiste, qui a d'abord été spécialiste de la question, je dirais, militaire. Hein. Elle a écrit une thèse, un livre qui s'appelle « La politique en uniforme » en parlant du Brésil, et puis elle a travaillé ensuite sur la question brésilienne d'un point de vue un peu plus large, et elle a fini un livre qui s'appelle « Le Brésil républicain » et qui, évidemment, pose l'ensemble de ces questions. Elle est membre du conseil scientifique de l'Institut des Amériques et
elle va évidemment nous donner toute son expérience et son expertise sur les questions brésiliennes, mais aussi sur, au fond, la problématique des cours suprêmes en Amérique latine, compte tenu précisément de ce que j'évoquais au tout début. Vincent Michelot, lui, est professeur des universités en civilisation américaine à Sciences Po Lyon, et depuis 2019, il est attaché de coopération universitaire auprès de l'ambassade de France aux États-Unis. Il est un spécialiste reconnu, alors là, très reconnu, je dirais également, de la question de la Cour suprême américaine, puisqu'il a fait un doctorat sur les nominations à la Cour suprême des États-Unis entre 1937 et 1987. Et puis, il a ensuite travaillé, il a élargi son champ de recherche sur l'exécutif, le président des États-Unis, sur la dynamique des pouvoirs et les déclins de la démocratie représentative. Ça a été son habilitation à diriger des recherches. Et il a donc une particulière connaissance de ces questions. Il est lui aussi lié à l'Institut des Amériques depuis longtemps, puisqu'il a été vice-président de son conseil scientifique, et il observe des États-Unis actuellement, puisqu'il y travaille, il y observe la situation, et il a donc eu l'occasion dans les derniers temps d'observer tout, c'est-à-dire les élections, les événements du 6 janvier, l'attitude de la Cour suprême, etc. Donc voilà, nous avons donc deux éminents spécialistes, et nous allons nous poser ces questions générales que j'évoquais, et d'autres encore, hein, celles qui voudront traiter, puis celles que vous voudrez traiter, vous, ceux qui participaient et qui regardaient ce séminaire. Je vais commencer par passer la parole à Maud Chiriou. Merci beaucoup de cette présentation, Yves Saint-Jour. Je suis très honorée de cette présentation extrêmement élogieuse. Merci à Paul-Henri et à Hélène Arter et aux organisateurs du séminaire de me convier pour parler de cette question. Alors, je suis peut-être une éminente spécialiste, mais pas spécifiquement du système judiciaire ni de la Cour suprême, à la différence de mon collègue nord-américaniste. Donc, je vais utiliser mon temps de parole pour présenter des éléments sur le Brésil en particulier, hein, et de tenter de poser des jalons pour la discussion et pour le débat, hein, c'est-à-dire de tenter de monter en généralité sur des questionnements qui ont été déjà évoqués par Yves Saint-Jour. Qui me semble important pour comprendre le rôle de la Cour suprême dans ce qu'on peut considérer comme la crise démocratique brésilienne depuis 2014 et plus nettement depuis la destitution de Dilma Rousseff en 2016. Alors, quelques éléments d'abord sur cette Cour suprême brésilienne qui s'appelle le Suprême Tribunal fédéral, souvent surnommé le suprême par les Brésiliens. Donc, cette Cour suprême qui existe depuis 1808, en fait, hein, avec des appellations différentes, mais bien évidemment avec ses attributions contemporaines depuis le nouveau régime qui est né de la Constitution de 1988, après la chute de la dictature militaire. Cette cour, c'est à la fois l'instance de dernier recours du système judiciaire brésilien et un tribunal constitutionnel, donc qui juge des questions de constitutionnalité indépendamment des litiges concrets. Elle est composée de 11 juges qu'on appelle des ministres, même s'ils n'ont absolument rien à voir avec des ministres membres de l'exécutif gouvernemental. Ils sont nommés par le président de la République après approbation du Sénat, et ils sont en poste jusqu'à leur passage à la retraite à 75 ans. Alors, ce que je voudrais donner comme élément, en fait, c'est quelques points sur le rôle de la Cour depuis 2014, au moment où je considère que le système démocratique brésilien a été ébranlé par la non-reconnaissance par l'opposition
de la réélection de la présidente de centre-gauche Dilma Rousseff, une déstabilisation qui s'est accrue avec la procédure de destitution qui a été ouverte en décembre 2015, procédure qui s'est conclue par l'éloignement définitif de la présidente en août 2016 et qui a ensuite continué de se dérouler sous la présidence de l'ancien vice-président de Dilma Rousseff, Michel Temer, qui ensuite s'est traduite dans la campagne présidentielle de 2018 dans un contexte très singulier d'emprisonnement du principal, du favori, qui est l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, qui a été emprisonné en avril 2018 et qui ensuite s'est soldé par l'élection de Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, qui a été investi en janvier 2019. Donc, ce que je voudrais développer, en fait, un premier point, c'est comment, depuis le début, en fait, de cette situation que je viens de tracer à grands traits pour que notre public ait une idée de la chronologie de cette crise démocratique, c'est que le STF, le suprême, la Cour suprême, est un dispositif central en fait de l'interprétation de la Constitution de 1988, non seulement de sa sauvegarde, bien sûr, c'est le gardien de la Constitution, mais aussi de son interprétation. Et l'a été au cours des années 90 et 2000, en particulier avec une interprétation progressiste sur plein de questions sociétales de cette constitution, surnommée la constitution citoyenne, car extrêmement disposée à la reconnaissance, en particulier de nouveaux droits pour les citoyens brésiliens. Donc, la Cour suprême a élargi l'interprétation de la Constitution avec la reconnaissance, par exemple, de l'union homo-affective, avec la reconnaissance des quotas raciaux à l'université. Et c'est aussi une cour qui s'est distinguée à partir du milieu des années 2000 comme une institution extrêmement attentive à la poursuite des enquêtes anticorruption qui se développent à partir de 2005, d'un grand scandale qui a lieu en 2005. Et ce qui est intéressant, c'est de constater comment ce rôle va se tenir avec un certain nombre d'adoptions de dispositifs juridiques qui prennent des distances avec le droit tel qu'il était exercé auparavant. Par exemple, dès 2005 est avancée par la Cour ce qu'on appelle la théorie du primat du fait, c'est-à-dire le fait de pouvoir condamner en l'absence de preuves de culpabilité individuelle à partir du constat qu'une position hiérarchique d'un individu mène à supposer qu'il était au courant ou même décisionnaire d'actes délictuels ou criminels. Et cette théorie va être appliquée dans l'interprétation de la validité des condamnations pour des faits de corruption jusqu'à aujourd'hui. C'est également une cour qui ne va pas s'opposer, voire va promouvoir un certain nombre de procédures qui vont être centrales dans les enquêtes anticorruption, les emprisonnements préventifs, souvent sur la base de la théorie du primat du fait, ce qui correspond à des plea bargains, donc le fait de négocier des témoignages et des confessions avec des prévenus pour permettre la condamnation d'autres personnages. Et donc, il y a une gestion, en fait, des enquêtes et des procédures anticorruption dont la Cour ne va jamais, auquel la Cour ne va pas s'opposer, et en particulier depuis la grande enquête anticorruption qui est ouverte en 2014, à partir de mars 2014, qui est bien connue en Europe, qui s'appelle Lavage Express, Lava Jato, et qui concerne les très importants pots de vin attribués dans des relations entre la coalition au pouvoir à l'époque, liée au Parti des travailleurs, et des grandes entreprises d'extraction, d'exploitation pétrolière et de BTP. Ce qu'on va
constater, en fait, c'est que la Cour va systématiquement se permettre que les enquêtes se déroulent, y compris lorsque ces enquêtes, en particulier à partir du fin de la campagne électorale de 2014, commencent à traduire une polarisation politique extrêmement forte et être utilisée comme un outil, en fait, d'affrontement politique. C'est ce qui est considéré, et ce serait intéressant d'avoir les avis des différents participants à ce débat sur cette question, comme du lawfare, c'est-à-dire l'utilisation d'enquêtes et de condamnations judiciaires dans le but de mettre en minorité ou d'éliminer de la scène politique un camp politique. Donc d'identifier en fait des pratiques délictuelles qui sont systémiques, mais de ne concentrer le poids des enquêtes et des accusations que sur un camp politique afin de permettre que ce camp soit éloigné du pouvoir. Et donc, un certain nombre d'observateurs et d'universitaires considèrent que la Lava Jato a été utilisé comme un outil de lawfare dès la fin de l'année 2014 et de manière assez encore plus affirmée à partir du moment où il existait une possibilité du centre-gauche de revenir au pouvoir en 2018 et que l'emprisonnement et la condamnation de Lula a été une des manifestations les plus claires de ce lawfare. Sans aller pour l'instant chronologiquement jusque-là et sans essayer de dépasser mon temps, on peut constater que à cette époque-là, en 2015-2016, la Cour suprême, après avoir été une instance qui n'a pas régulé cette entreprise de persécution judiciaire qui a fini par représenter la Lava Jato, s'est distinguée dans la procédure de destitution de Dilma Rousseff comme une instance qui s'est systématiquement mise en retrait en se dessaisissant à chaque fois qu'elle avait été saisie pour remettre en cause la procédure d'impeachment. En particulier, sans rentrer dans le détail là encore, la Cour a été saisie au sujet des motifs de l'impeachment, c'est-à-dire le fait que Dilma Rousseff ait ou n'ait pas commis ce qu'on a appelé des crimes de responsabilité. Est-ce que les opérations de cavalerie budgétaire dont elle était accusée constituaient des crimes de responsabilité? La Cour a été saisie à de nombreuses reprises sur cette question et à chaque fois, elle s'est dessaisie à l'argument qu'il s'agissait d'un éloignement qui devait être politique et donc elle se dessaisissait justement en tant qu'institution judiciaire. Ce faisant, la Cour n'examinait pas la constitutionnalité de l'accusation et de l'objet d'accusation à l'encontre de la présidente. Et donc, il est intéressant de mettre en avant cette interrogation. Et là encore, j'aimerais bien avoir les avis de mes collègues sur cette question. Cette manière d'affirmer un discours sur la séparation des pouvoirs qui mène à ce qu'une Cour constitutionnelle refuse de juger de la constitutionnalité d'une procédure d'impeachment. Ce qui apparaît, c'est qu'avec ce dessaisissement itératif, la Cour joue un rôle politique qui est de laisser se dérouler cette entreprise, qui est une entreprise de destitution qui finalement peut être interprétée, c'est en tout cas mon point de vue, comme non constitutionnelle, car non appuyée, malgré le respect des procédures, sur un véritable motif qui soit un crime commis par les présidentes, ce crime n'étant pas possible d'identifier dans les textes constitutionnels. Alors pourquoi la Cour suprême se comporte de cette manière? Parce que c'est un acteur politique et c'est absolument central de l'identifier comme tel dans le cas de l'impeachment, mais aussi dans la suite en fait de déséquilibres politiques en 2017, en 2018. La Cour suprême agit comme un acteur politique et ce qui est intéressant de voir dans ces délibérations, c'est de voir que absolument les mêmes motifs aboutissent à des décisions différentes de la Cour en fonction des équilibres politiques du moment.
l'attribution de l'habeas corpus, par exemple, en l'absence d'épuisement des recours qui devrait être attribué systématiquement, a été refusé à Lula à de nombreuses reprises, jusqu'à finalement que les équilibres politiques mènent à l'accorder absolument sans changement du contenu du dossier, ce qui a permis sa libération. Et les mêmes questionnements se retrouvent quand on regarde les sessions de délibération de la Cour suprême. Strictement les mêmes motifs, dans des contextes d'équilibre politique différents, vont mener à des décisions différentes des juges de la Cour qui correspondent à la modification de ces équilibres. Et donc, en fait, on voit que la Cour va, dans ce qui est le cas, par exemple, de l'emprisonnement de l'ancien président Lula entre avril 2018 et novembre 2019, va évoluer dans ses décisions à la mesure des enjeux politiques. Elle va être extrêmement solidaire du camp qui est très décidé à éloigner le Parti des travailleurs du pouvoir jusqu'aux élections 2018, en maintenant non seulement Lula en prison, mais également à l'égard de la scène politique, et qui va ensuite évoluer dans ses décisions après le début du gouvernement de Jair Bolsonaro, et va accompagner les défections et le délitement des appuis politiques à Bolsonaro, en prenant des décisions qui finissent par être systématiquement contraires aux intérêts de Bolsonaro à partir disons, du milieu de l'année 2019. Et c'est le dernier point, j'ai déjà dépassé mon temps, donc je vais aller plus vite. Il est très clair que la Cour suprême, depuis la fin de l'année 2019, est une force d'opposition au gouvernement de Bolsonaro, en ouvrant des procédures avec, à la fin de l'année 2019, le procès des fake news, de l'utilisation massive de fake news lors de la campagne présidentielle de 2018. Cette Cour suprême qui a des ministres en commun avec le suprême tribunal électoral a également rejeté les procédures mises en œuvre par les membres de l'exécutif pour passer au vote imprimé pour les élections présidentielles de 2022, qui est une grande revendication du camp au pouvoir qui lui permet de contester à l'avance le résultat des élections de 2022 en indiquant que le vote électronique qui est utilisé au Brésil sera systématiquement frauduleux. On voit bien l'écho du discours trumpiste sur ce point-là. Et cette Cour suprême va également avoir permis très récemment qu'une commission parlementaire sur la gestion de la pandémie soit ouverte par le Sénat, et qui donne les rendus qui ont été divulgués il y a quelques semaines, y compris en Europe. Donc, cette Cour suprême est désormais un acteur qui traduit en fait le délitement de l'appui de la classe politique et d'une partie des institutions à Bolsonaro. Et cette position vaut une guerre ouverte entre l'exécutif et le suprême. Le président, son entourage, une partie de ses ministres, une partie des états-majors militaires qui lui sont fidèles sont dans une position d'hostilité ouverte à l'égard de la Cour suprême, avec des demandes et des menaces constantes d'impeachment des juges de la Cour, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire, mais qui est une procédure qui existe, et qui fait l'objet, ces juges de la Cour et la Cour en elle-même, d'une énorme hostilité des réseaux bolsonaristes sur les réseaux, et y compris dans la rue, puisque à l'appel du président lui-même, une grande manifestation a eu lieu le 7 septembre dernier, jour de la fête nationale, qui s'est déroulée devant la Cour et qui était une manifestation revendiquant la fermeture du suprême. Et donc, on est dans une situation actuellement d'affrontement des pouvoirs entre l'exécutif et le suprême, un exécutif qui est très souvent appuyé par une partie des états-majors militaires et qui traduit, en fait, qui ne doit pas être isolé du processus général de la position du suprême depuis quelques années. Le suprême est une force politique et a traduit, en fait, des équilibres d'une partie de l'État à l'égard de l'exécutif, d'abord l'exécutif présidentiel de centre-gauche avec Dilma Rousseff, et désormais un exécutif d'extrême droite.
Et dans ce cadre-là, c'est intéressant de voir dans quelle mesure le droit et la rhétorique sur le droit est un élément qui est une manière de légitimer une évolution de positionnement politique. Je m'arrête là parce que j'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais je pourrais revenir sur tous les points qui n'auraient pas été clairs dans la discussion. Merci Maud, et avant de passer la parole à Vincent, je voudrais me permettre de dire 2 mots très brefs. Le premier, c'est que quand on vit au Brésil, quand on y est ambassadeur, ce qui a été mon cas, on se rend compte à quel point le Supremo, c'est une grande institution et tout à fait fondamentale de la démocratie brésilienne. Évidemment, ça n'a pas toujours été le cas, mais si j'ose dire, la séparation des pouvoirs telle qu'elle est représentée dans la place des 3 pouvoirs de Brasilia, bah, elle s'est réalisée là, au-delà du symbole, elle s'est véritablement réalisée avec la Constitution de 1988. Et franchement, on sentait à la fois par le statut des juges, par le prestige de ces juges, par l'importance qu'ils ont, et bien on sentait vraiment qu'on était dans quelque chose qu'on va retrouver aux États-Unis, j'en suis sûr. Et bien sûr, on reviendra sur le débat de la Cour comme organe politique, mais évidemment, c'en est un. Hein, et l'un des éléments aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que, si je ne m'abuse, alors corrigez-moi si je me trompe, si ma mémoire me fait défaut, mais à la fin du processus d'impeachment, le Sénat siège comme tribunal présidé par le président du Supremo. Alors, il n'est pas évidemment dans un rôle actif, mais enfin, quand même, il y a là quelque chose qui fonde quelque chose de très fort dans le dispositif institutionnel brésilien. Alors, on va voir comment les choses se sont passées, vont se passer. Et puis, je n'oublie pas la première partie de ce que vous avez dit sur le rôle sociétal de la Cour suprême, parce que là, nous allons aussi retrouver des parallélismes avec ce qui se passe aux États-Unis. Je passe la parole à Vincent Michelot. J'ai oublié tout à l'heure quelque chose dans sa biographie, outre qu'il a été le directeur de Sciences Po Lyon. Lui aussi est passé par l'École normale supérieure. Merci Yves. Cette école normale supérieure, comme aimaient l'appeler mes anciens collègues de Lyon 2, c'est la petite école, celle de Saint-Cloud, face à la grande école d'Ulm. D'abord, un grand merci de cette invitation qui me permet avec grand bonheur de renouer en quelque sorte avec l'université que je n'ai pas quittée, mais dans laquelle j'occupe aujourd'hui des fonctions un petit peu différentes, et puis de retrouver surtout des amis à l'Institut des Amériques, et vraiment à vous tous un grand merci de me donner l'occasion aussi d'intervenir sur ce qui était, comme tu le rappelais Yves, un sujet que j'ai abordé dès ma thèse de doctorat, qui portait sur les nominations à la Cour suprême. Alors, c'est avec un peu d'émotion que je commence cet après-midi, parce que si je devais donner un titre, comme un titre d'ouvrage à la situation politique de la Cour suprême aujourd'hui, j'emploierais le titre qu'a donné à son essai de référence David O'Brien, qui nous a quittés prématurément il y a 4 ans de cela, et son ouvrage sur la Cour suprême, qui est un monument de la science politique aux États-Unis, s'appelait Storm Center. Et donc, la Cour suprême aujourd'hui est bien aux États-Unis dans l'œil du cyclone. Elle est dans l'œil d'un cyclone politique à tous les sens du terme. Dans un premier temps, il faut rappeler qu'une Cour composée de 9 membres, nommés à vie, a connu en 4 ans un renouvellement d'1 tiers, puisque le président Trump, lors de son mandat unique, a pu nommer, par le hasard des départs à la retraite, 3 nouveaux membres de cette Cour suprême. Et donc, on se retrouve face à une Cour suprême aujourd'hui qui a très clairement, de par l'origine, le parcours professionnel, les décisions qu'ils ont rendues dans des postes précédents de juges, une Cour suprême qui a très clairement une majorité conservatrice, et une majorité conservatrice confortable, puisqu'elle est aujourd'hui de 6 conservateurs et de 3
progressistes ou liberals, pour employer le lexique américain. Mais c'est une cour qui peine à installer sa légitimité parce qu'elle s'est renouvelée très très vite et finalement avec des injonctions de résultats. Dans les 3 nominations que le président Trump a faites, on retrouve toujours la même thématique, c'est une nomination est faite dans l'objectif d'obtenir directement des modifications, des changements, des renversements dans la jurisprudence. Et on assigne à tel ou tel juge, à telle ou telle nomination, finalement une mission bien particulière. Et c'était encore plus vrai, c'était quasiment obscène dans le caractère direct et frontal. Le président Trump a déclaré très directement que la nomination d'Amy Coney Barrett avait 2 objectifs. D'abord, le renversement du grand précédent sur l'avortement de 1973, donc l'arrêt Roe versus Wade. Il l'a dit à de très nombreuses reprises. Et dans un deuxième temps, il a insisté, et on reviendra éventuellement sur cette procédure étrange, pour que la nomination de Amy Coney Barrett se fasse avant l'élection de 2020, de telle manière, l'a-t-il annoncé, qu'elle puisse siéger dans l'hypothèse où il y aurait un contentieux électoral. Donc, on voit à quel point ces nominations ont des objectifs extrêmement politiques, partisans, et ne relèvent pas du tout du même type de nomination qu'ont pu faire les présidents précédents. Donc, une cour d'abord qui cherche son équilibre avec cette nouvelle majorité très fortement conservatrice, et en même temps qui paye ce caractère d'instrumentalisation partisane et politique que lui a donné le président Trump, et ça se mesure, comme d'habitude aux États-Unis, par un sondage. Vous le savez tous, dans cet auditoire averti, les Américains adorent sonder les cœurs de leurs concitoyens sur la popularité ou l'approbation qu'on montre vis-à-vis de telle ou telle institution. Et une Cour suprême qui avait été très largement épargnée par le peuple américain dans les dernières décennies, alors que, par exemple, le Congrès arrivait à des taux de satisfaction ou de popularité qui avoisinaient simplement les 10%. Donc, ça veut dire que, grosso modo, 9 Américains sur 10 sont mécontents de l'action du Congrès. Eh bien, la Cour suprême s'était maintenue à un bon niveau de 60 à 70% d'Américains qui se déclaraient satisfaits de son action. Aujourd'hui, la Cour suprême est à son plus bas dans les sondages, avec simplement 40% d'Américains, donc 4 Américains sur 10 qui se disent satisfaits de son action. Et il y a bien une corrélation, on ne peut pas ne pas l'établir, entre d'un côté cette instrumentalisation, cette politisation du judiciaire, et puis de l'autre côté ce doute qui se fait jour vis-à-vis d'une cour qui, normalement, doit représenter le droit et le peuple en entier, et non pas des factions à l'intérieur de ce peuple. Alors, c'est le premier enjeu. C'est-à-dire de retrouver un équilibre idéologique à l'intérieur de cette cour qui ferme en quelque sorte la porte aux accusations de politisation et d'instrumentalisation partisane du haut tribunal. Et puis, il y a des enjeux collatéraux qui, pour les Français, sont presque d'une brutalité vulgaire ou d'une vulgaire brutalité étonnante. Aujourd'hui, le juge Breyer, qui est sans doute le plus francophile des 9 juges à la Cour suprême des États-Unis, un juge Breyer qui est un de ces 3 derniers progressistes à la Cour suprême, qui a été nommé en 1994 par le président Clinton, qui a aujourd'hui 83 ans, fait l'objet de pressions énorme pour qu'il démissionne le plus vite possible et que justement le président Biden, tant qu'il a encore la majorité au Sénat, puisse
nommer un successeur sans se voir opposer une majorité républicaine au Sénat. Et là, on retrouve des échos de ce qui était arrivé en 1993 et en 1994, lorsque Barack Obama était à l'aube de perdre sa majorité au Sénat, et on avait beaucoup sondé Ruth Bader Ginsburg, qui était en quelque sorte une icône libérale, pour lui demander de se retirer et de permettre justement à Barack Obama de nommer un nouveau juge ou une nouvelle juge, et qui aurait devant lui ou devant elle 30 ans, voire 35 ans de Cour suprême. Et on sait ce qu'il est advenu. Ruth Bader Ginsburg est disparue l'automne dernier, juste avant l'élection présidentielle. Le président Trump a eu la possibilité de nommer immédiatement un juge, et la Cour a basculé très clairement de ce fait dans le camp conservateur. Et aujourd'hui, on a cette perspective réelle, surtout que les chances des républicains de l'emporter dans la majorité au Sénat en 2022 sont très fortes. On a véritablement la possibilité d'un président Biden qui ne serait pas capable de pourvoir au remplacement de Breyer, ou alors de ne nommer qu'une personnalité qui aurait un pouvoir transformateur très faible à la Cour suprême. Mais la raison principale, je dirais, pour laquelle la Cour suprême est dans l'œil du cyclone aujourd'hui, c'est que si on regarde son rôle, donc les affaires qui sont inscrites et qui seront l'objet d'une décision cette année, et il faut quand même rappeler que la Cour suprême des États-Unis décide très peu d'affaires. En général, on est aujourd'hui à moins de 100 cas décidés par cette Cour chaque année. Et on regarde quelles sont les affaires qui sont inscrites. Et finalement, à part un sujet, mais tous les sujets brûlants d'actualité sont inscrits au rôle de la Cour suprême cette année judiciaire. Tout le monde a entendu parler dans cet auditoire électronique de deux cas qui relèvent de l'avortement. Bien sûr, celui du Texas, qui a interdit toute forme d'avortement au-delà de 6 semaines, ce qui est en complète contradiction avec l'arrêt Roe de 1973, mais surtout qui a construit un dispositif d'implémentation de la loi particulièrement pervers, puisque ce n'est pas l'État qui fait respecter cette interdiction de l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse, mais ce sont les citoyens qui sont en quelque sorte encouragés à intenter des procès à ceux qui se livrent à une interruption de grossesse ou la facilitent, allant jusqu'à celui qui pourrait conduire une femme dans une clinique orthogénique, par exemple, comme conducteur de taxi. Et donc, cette personne non seulement peut intenter un procès à tous ceux qui participeront à une interruption de grossesse, mais est susceptible de se voir récompensé par une prime. Donc, on a des chasseurs de tête, des chasseurs de primes citoyens qui sont empowered pour faire respecter la loi, ce qui évite au Texas d'agir et donc de se mettre, de s'exposer à une violation des droits. La question de l'avortement va ressurgir aussi dans le cas du Mississippi, qui vient d'adopter une loi qui, elle, interdit toute forme d'avortement au-delà de 15 semaines. Une loi qui, là encore, est en contradiction complète avec Roe, puisque la doctrine assez simple, finalement, c'est que Roe protège toute forme d'interruption de grossesse avant que le fœtus n'atteigne le stade de la viabilité. L'avortement, comme vous le savez, est un débat sociétal particulièrement violent aux États-Unis.
Il l'a été en particulier dans les années 80 et 90. Il avait un petit peu disparu de la scène politique. Il est revenu aujourd'hui au premier plan. Mais l'avortement n'est pas la seule question. On a aussi celle du port d'armes. Et il y a très peu de temps, la Cour suprême a entendu les plaidoiries dans une affaire qui relève de l'État de New York, qui a une loi très stricte sur le port d'armes qui permet le port d'armes à domicile, mais qui littéralement interdit toute forme de port d'armes à l'extérieur du domicile, et en particulier d'armes cachées, concealed weapons. Au rôle de la Cour suprême, on trouve aussi la question des droits ou des libertés religieuses. Et donc, le fait de savoir si, par exemple, on peut utiliser des crédits publics, des subsides publics, des finances publiques pour des services qui sont dispensés par des organisations à caractère religieux. Il y a normalement un mur de séparation qui fait que une école confessionnelle, quelle que soit cette confession, ne peut pas recevoir de financement public, car ce serait effectivement une violation du principe d'établissement d'une religion par le biais du financement. Et on sait, là encore, l'importance de ce débat aujourd'hui sur les libertés religieuses avec une droite américaine, et j'allais dire une droite conservatrice, mais même pas uniquement la droite conservatrice, qui a fait de la protection des libertés religieuses, qu'elle dit fortement menacée, un cheval de bataille dans ces guerres culturelles que l'administration Trump a ravivées. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. On a la question de l'avortement, on a la question du port d'armes, on a la question des libertés religieuses. Et la Cour suprême, très probablement cette année, va revenir sur un dossier qu'elle avait quitté depuis bien, bien longtemps, à savoir celui des admissions dans les universités en utilisant des programmes d'affirmative action, donc ce qu'on appelle de manière erronée, me semble-t-il en français, des problèmes de discrimination positive, et je préfère la traduction très directe d'action affirmative en faveur des minorités. Et le cas viendra probablement de l'université de Harvard, qui décide de l'admission de ses étudiants en fonction d'un certain nombre de données qui prennent en compte l'appartenance raciale des candidats à Harvard, avec une coalition étrange d'Asiatiques et de Blancs qui s'opposent à des programmes qui, disent-ils, traitent ces deux catégories d'individus de manière discriminatoire par rapport aux Hispaniques et aux Afro-Américains. Donc, non seulement la Cour est dans l'œil du cyclone au sens de sa composition et des enjeux énormes qui pèsent sur le remplacement d'un ou de juges, mais elle est aussi au centre du débat parce que on a ce sentiment que toutes les questions brûlantes des guerres culturelles qui ont été instrumentalisées dans le combat politique par le Parti républicain ces dernières décennies se retrouvent dans le rôle de la Cour. Et pour en quelque sorte conclure dans un premier temps sur ce sujet, je crois qu'il faut voir que beaucoup aujourd'hui d'observateurs de la Cour considèrent qu'on est arrivé là au bout de ce projet conservateur, mais alors un projet conservateur que j'emploie au sens très noble du terme, qui consiste à totalement pivoter d'un mouvement conservateur américain qui, dans les années 60, s'était quasiment désintéressé de la Cour suprême et qui, aujourd'hui, revient en force et fait aboutir son projet. Et son projet
il s'appuie sur un certain nombre de thématiques que j'ai déjà citées. Et finalement, il n'y en a qu'une qui manque au rôle de la Cour suprême dans cette année judiciaire, c'est celle du droit de vote. Mais celle du droit de vote, en quelque sorte, elle a déjà été très largement traitée dans une affaire de 2013 que chacun qui observe un peu cette Cour suprême connaît, c'est l'affaire Shelby County versus Holder, dans laquelle, finalement, la Cour suprême a éviscéré, il n'y a pas d'autre terme, le Voting Rights Act de 1965 en abrogeant ou en frappant de la constitutionnalité toute une série de dispositions qui protégeaient le droit de vote des minorités dans des États qui avaient une forte tradition de discrimination raciale dans l'exercice du suffrage. Je vous rappelle que ce n'est pas il y a très longtemps, puisque c'est en 2014 que la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Hobby Lobby, du nom d'un fabricant de meubles, a dit, tout simplement, très directement, qu'une entreprise qui était détenue en capital propre avait le droit de s'abstraire de la régulation fédérale lorsque ses propriétaires étaient opposés à une règle ou une loi fédérale. Et là, il s'agissait tout simplement d'une obligation qui était faite dans le cadre du Obamacare et donc du plan de santé du président Obama, de couvrir les besoins de contraception des employés des entreprises. Et Hobby Lobby, dont les propriétaires sont des conservateurs chrétiens bien connus, ont justement dit qu'ils ne pouvaient pas, en âme et conscience, financer la contraception de leurs employés, et ils ont tenu raison devant la Cour suprême. Une dernière décision qu'il est important de mentionner, qui date, elle, de 2008, mais qui est en quelque sorte un de ces piliers de la jurisprudence conservatrice à la Cour, l'affaire District of Columbia versus Heller, qui déconnecte, sépare le droit de porter des armes de l'appartenance à une milice bien organisée. Et donc, le droit de porter des armes devient absolu et il n'est plus simplement lié au fait d'être membre d'une milice bien organisée. Donc, on voit aujourd'hui, lors du procès qui est en cours dans l'État de New York, on voit que maintenant, il s'agit de dire que le droit de porter des armes ne peut connaître aucune limite, même dans l'ordre public. Donc, je termine sur cette idée qu'on est à la fois à un moment d'aboutissement de la transformation de la Cour suprême par une succession de nominations conservatrices et à un moment de commencement dans lequel la Cour a très largement perdu de sa légitimité institutionnelle de par son instrumentalisation partisane et doit retrouver un équilibre qui lui permettrait d'être de nouveau transformatrice, quand bien même elle ne le serait pas au service d'un président comme l'espérait le président Trump. Merci beaucoup, Vincent. Alors, bien entendu, on voit bien sur les questions de société, du projet conservateur, qu'il y a une dissymétrie, une asymétrie entre la Cour brésilienne et la Cour, même s'il se passe des choses aussi au Brésil, et la Cour américaine. Mais on va en reparler. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu à la politique. Parce que, nonobstant la nomination de 3 juges conservateurs aux États-Unis, la Cour suprême a, pendant le processus chaotique de l'élection présidentielle, n'est en rien répondu aux appels de Trump au recours, aux divers recours. Elle les a même rejetés d'un revers de main assez direct, ou par le silence en tout cas. Et donc, quand même, dans le cadre démocratique américain,
on a le sentiment qu'elle a été, comment dire, oui, un rempart pour la démocratie, avec d'autres institutions, hein, l'armée notamment, par exemple. Mais enfin, qu'elle a été un rempart pour la démocratie. Et aujourd'hui, au Brésil, même si pendant le processus de l'impeachment de Mme Rousseff et ensuite des premiers moments du lavage à taux, etc., on a le sentiment aujourd'hui, depuis déjà quelque temps, qu'elle est un rempart pour l'état de droit et la démocratie. Donc, et encore une fois, ça n'oblitère pas du tout ce qu'on peut dire sur le projet conservateur, etc. Mais j'aimerais bien que vous me donniez quand même un petit commentaire là-dessus, c'est-à-dire toi, Vincent, sur ce qui se passe aux États-Unis, ce qui s'est passé, ce qui peut se passer, et puis Maud, si vous voulez bien aussi, vous en avez déjà un peu parlé, mais sur le niveau de conflictualité et ce qui est perçu, y compris par la population, comme un pouvoir qui est en quelque sorte un peu le rempart de l'état de droit démocratique, avec tout bêtement la référence à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, c'est-à-dire vraiment toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a pas de constitution. Écoute, je me permets d'intervenir très, très, très rapidement sur un point. Si les recours qui ont été formulés par différentes partis qui s'exprimaient au nom de l'administration Trump ou du Parti républicain dans les États, puisqu'il faut rappeler que le processus électoral est très, très implanté dans les États, si ces recours avaient été de grande qualité, avec une argumentation rigoureuse, avec des preuves à l'appui de leur déclaration de fraude, et que la Cour suprême ait en quelque sorte balayé d'un revers de la main ces procédures, on aurait pu dire qu'elle avait vraiment été une forme de rempart. Mais en l'occurrence, on a une série de procédures qui ont tellement fait rire dans la communauté juridique aux États-Unis et bien au-delà, tellement elles étaient grotesques, et elles étaient à l'image de certaines conférences de presse de Rudy Giuliani avec le maquillage qui coulait, l'arrière-plan dans un Four Seasons qui n'était pas un hôtel de luxe, mais l'équivalent d'un Jardiland à Limoges. Donc, si effectivement ces recours avaient été de grande qualité et que la Cour suprême y ait répondu par un argumentaire de tout aussi grande qualité, mais là, balayer ces recours, c'était en quelque sorte, ou refuser de les entendre, c'était en quelque sorte un jeu d'enfant et quelque chose de parfaitement naturel. Donc, je crois que là, effectivement, il faut tenir gré au président de la Cour, John Roberts, d'avoir effectivement, de ne pas avoir cédé aux sirènes trumpiennes, mais en même temps, d'une certaine manière, c'était quasiment naturel. Et donc, je crois que c'est plus sur le long terme et le contenu d'un certain nombre de droits fondamentaux qui sont de plus en plus restreints dans leur exercice qu'il faut regarder les choses plutôt que dans une réponse et je vais peut-être surprendre, mais finalement, il y a eu deux événements marquants ces derniers mois, ou dernières années. Il y a eu le 6 janvier, qui est une insurrection bruyante, violente, et quasiment une tentative de coup d'État. Et puis, il y a un travail méthodique de nomination des juges dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux fédéraux d'appel, à la Cour suprême. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, par exemple, la quasi-totalité des juges nommés par le président Trump étaient proposés à l'administration Trump par un groupe de pression qui s'appelle la Federalist Society, et qui est un groupe de pression qui est
très bien organisé et qui clairement a pour objectif de transformer en profondeur et en commençant par le bas, c'est-à-dire en commençant par les tribunaux de première instance et les tribunaux fédéraux d'appel qui font le tri, hein, puisque il y a très peu d'affaires qui arrivent jusque devant la Cour suprême, en transformant en profondeur le judiciaire américain. Et je crois que finalement on a les yeux rivés, c'est normal, sur le 6 janvier, sur le bruit, la fureur du 6 janvier. Mais derrière le bruit et la fureur du 6 janvier, il y a ce travail méthodique, raisonnable, raisonné, précis, très organisé. Et c'est tout le contraire du 6 janvier. Et justement, le 6 janvier échoue, mais le travail de la Federal Society, lui, il est en train de payer. Merci beaucoup. Et du coup, effectivement, on n'a aucune garantie pour l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Maude. Oui, alors j'ai plein de choses à commenter de la présentation qu'a faite Vincent, mais je vais commencer par vos questions finales, Monsieur Saint-Jour, sur l'opinion, sur la vision que la société a de cette institution, sur sa dimension de protection véritablement de l'état de droit au Brésil. Alors, donc, cette phrase, c'est, je vais la dire en portugais, puis après je vais la traduire, la Cour suprême, ruim con ele, pior sem ele. Ça veut dire mauvais avec, pire sans. Et c'est devenu un slogan de la gauche qui a donc traversé ce que je vous ai expliqué et qui a vu cette institution effectivement centrale dans la protection de la Constitution comme devenu excessivement politisé et donc ayant perdu un crédit de neutralité, un peu le même phénomène qui se passe aux États-Unis, mais qui apparaît actuellement comme effectivement un rempart face à un exécutif absolument disposé à réorganiser l'appareil d'État, à le militariser de manière extrêmement forte et à mener tout un tas de mesures qui sont des mesures attentatoires aux libertés. Ce qui est intéressant dans la déconstruction du crédit, de la légitimité du tribunal, et j'aimerais bien savoir comment ça se passe aux États-Unis, c'est que donc toutes les délibérations du tribunal sont retransmises. Elles sont en général extrêmement longues, 8 heures, 10 heures, 12 heures, avec chaque juge qui prend la parole et qui parle extrêmement longtemps. Donc, c'est des rendus de décision que la population attend quand elles sont importantes pendant toute une journée, et où le discours qui est tenu par ces juges est absolument inaccessible à l'écrasante majorité de la population. Et en général, ce sont des discours extrêmement longs, extrêmement érudits, qui mobilise tout un tas d'éléments de l'histoire nationale, des législations et des constitutions successives pour justifier des rendus de décision qui sont complètement contradictoires entre eux, et où, y compris, les ministres eux-mêmes se contredisent au fil du temps. Et ça construit, c'est assez intéressant comme espèce de rituel public. Toute la population qui, des fois, se réunit publiquement pour attendre la décision du tribunal sur telle décision d'habeas corpus, sur telle contestation par exemple, du rôle du juge naturel pour ce qui est de la lavage à l'acte, et du rôle du juge Moreau dans sa position de juge naturel dans un certain nombre de sentences. Et il y a un moment particulier de cette population réunie, soit dans des espaces privés, soit dans des espaces publics, qui assiste très longuement à des discours absolument inaudibles pour ensuite accepter des décisions qu'elle ne comprend pas. Et c'est un événement public et c'est un rituel public. Et ça c'est quand même assez intéressant. Monsieur Saint-Jour, vous disiez sur bien sûr, c'est une institution qui actuellement est absolument centrale, et la démocratie brésilienne a absolument besoin de cette Cour suprême pour tenter d'avoir l'espoir que le processus électoral de 2022 se déroule effectivement, et la Cour suprême et le suprême tribunal électoral sont cruciales, et sont peut-être l'institution la plus cruciale actuellement pour avoir l'espoir que l'état de droit soit respecté dans ce processus électoral. Et néanmoins, l'ensemble des décisions qui sont rendues sont devenues absolument incompréhensibles pour l'écrasante majorité de la population.
du fait du rôle politique qui a été tenu depuis plusieurs années, mais aussi d'une manière d'utiliser la rhétorique du droit qui n'est pas unique au Brésil, mais qui a au Brésil une place centrale. Le Brésil, c'est le pays des bacharéis, c'est le pays où, depuis l'indépendance, plus encore que la possession de richesses, ce qui légitime l'exercice du pouvoir, c'est le fait d'exercer des fonctions étatiques légitimées par un diplôme en droit. Et cette position des bacharéis dans le cœur de l'appareil d'État, elle continue de se voir sur cette discordance entre une position institutionnelle qui reste centrale dans la démocratie et son exercice concret, y compris dans la médiatisation et l'accès qu'en ont les Brésiliens, qui est absolument distinct de toute forme de communication avec la population. Autre élément que je voulais mettre en avant, alors j'ai plein d'éléments à débattre avec mon collègue, mais je voulais mettre en avant quelque chose qui me semble très important, c'est cette idée que des juges conservateurs et des juges progressistes, et on distingue bien entre les deux en fonction de qui les a nommés, et ça va être relativement prédictif de leur positionnement sur des questions, en particulier des questions sociétales. Et alors, au Brésil, ce n'est pas du tout ça, en fait. Au Brésil, il y a 11 juges actuellement. En 2016, il y en avait 8 qui avaient été nommés sous des administrations du Parti des travailleurs sur les 11, les 3 autres ayant été nommés auparavant, évidemment. Et bien malin serait celui qui arrive à déterminer d'une part, une quelconque positionnement d'appui aux intérêts du Parti des travailleurs au moment où ceux-ci ont été véritablement défiés par un processus politique en cours, mais même d'établir une constance dans les positionnements de ces juges. Il existe une très grande fluctuation des choix des juges avec des revirements, que ce soit sur les questions sociétales antérieures, toutes les questions que j'ai très peu évoquées, mais qui seraient très intéressantes à comparer, par exemple sur la question de l'avortement, sur la question du port d'armes, sur la question... pour les 2 questions qui ont été évoquées, mais aussi pour le cas du Brésil, la question du passé, la gestion du passé dictatorial et de la remise en cause de l'amnistie des agents de la répression sous la dictature. Enfin, tout un tas de questions qui sont arrivées au cœur de la Cour et qui ont fait l'objet de jugements, certains plutôt dans un sens progressiste, d'autres dans un sens très conservateur, en particulier sur la question du passé dictatorial. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la position des juges, avec des juges qui, que ce soit de l'ensemble dans des plénières ou alors dans ce qu'on appelle les salles, c'est-à-dire dans des demi-suprêmes, vont avoir des positions qui vont être fluctuantes dans des temps relativement courts, en fait. Et c'est pour ça que, bien que je suis d'accord avec vous, Monsieur Saint-Jour, non seulement sur le rôle de gardien de la démocratie et sur un rôle relativement progressiste, en particulier dans les années 2000, de cette Cour, il y a une difficulté de lecture, en tout cas pour des observateurs, même des observateurs lettrés, sur, d'une part, le lien entre la lecture du droit et les décisions rendues, qui sont extrêmement évolutives, y compris pour un même juge, et d'autre part, sur la question des enjeux politiques auxquels ces décisions répondent. Et c'est une question qui s'applique en fait aux questions de la crise démocratique, mais à des questions qui sont des questions antérieures également, et qui seraient, à mon avis, à questionner. Voilà, j'avais plein d'autres choses à dire, mais peut-être que je voudrais peut-être voir quelles sont les questions du public et de répondre en fonction de ça, tant que nous sommes tous ensemble. Un mot pour le mettre en perspective sur l'Amérique latine en général. Ce rôle éventuel de rempart, je me faisais poser des questions, de la démocratie n'est pas l'apanage de toutes les cours suprêmes en Amérique latine. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu les cours suprêmes, je dirais, enfin, depuis le début de l'histoire républicaine, on a vu les cours suprêmes qui étaient en réalité des instruments de l'exécutif, et y compris dans des périodes très récentes. Je crois qu'on peut peut-être donner la parole à ceux qui nous interrogent
Si tu me permets, Vas-y, je t'en prie. je voudrais simplement d'abord m'excuser parce que je devrais partir vers 18h25. J'avais informé nos amis de l'Institut des Amériques que j'avais une obligation. Mais surtout, je voulais rebondir sur ce que disait Maud, qui est très intéressant sur le caractère prédictif ou pas des nominations. Et tu disais, Maud, au Brésil, bien malin celui qui pourra prédire en quelque sorte comment votera tel ou tel juge à partir du moment où il est nommé. Ça a été le cas aux États-Unis. Et il y a beaucoup de présidents, dont au premier rang desquels le président Eisenhower, qui a fait certaines nominations qu'il a amèrement regrettées par la suite, en disant que c'était parmi les pires erreurs qu'il avait commises durant ces deux mandats. Et Eisenhower n'est pas le seul à avoir regretté des nominations qui n'ont pas du tout rempli les objectifs qu'il leur avait assignés. Alors, ça a été longtemps vrai. Et il y a eu encore, par exemple, une nomination qui a été faite par le président Bush père, le juge Souter, qui n'a pas du tout voté à la Cour suprême comme un certain nombre de conservateurs qui étaient à l'origine de son nomination l'auraient souhaité. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Il n'y a pas d'erreur. Les enjeux sont tellement importants qu'on passe au peigne fin la carrière professionnelle, les jugements que ces juges ont pu rendre dans les fonctions précédentes, leur appartenance politique, les postes politiques qu'ils ont pu occuper. Et il y avait récemment un édito du New York Times que j'ai relu pour préparer cette intervention cet après-midi, qui relevait cette donnée intéressante, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Cour suprême, les 6 juges qui appartiennent à ce qu'on appelle la majorité conservatrice aujourd'hui ont tous, sans exception, participé soit directement à une administration républicaine avec des fonctions exécutives, soit ont participé à des campagnes de candidats républicains. Donc, je veux dire, le filtre est aujourd'hui particulièrement efficace et on sait très très bien à quoi s'attendre. Là où on a une prévisibilité qui est moindre, c'est qu'il y a toujours des fractures, soit à l'intérieur du camp progressiste, soit à l'intérieur du camp conservateur. Par exemple, il y a dans le camp conservateur un débat passionnant entre les tenants d'une liberté d'expression absolue, mais ça veut aussi dire, par exemple, si on est tenant d'une liberté d'expression absolue, qu'on peut détruire le drapeau des États-Unis, le brûler, tenir un discours parfaitement obscène, un discours violent contre la religion. Et donc, si la liberté d'expression est absolue, et puis d'un autre côté, on a des conservateurs qui ont une vision beaucoup plus restrictive de la liberté d'expression. Donc là-dessus, il y a des différences. Il y a des différences aussi, par exemple, sur la question du port d'armes à l'intérieur du camp conservateur, parce que il est très difficile de ne pas faire de corrélation entre une vente d'armes quasiment dérégulée et un certain nombre d'homicides qui sont commis par le biais d'armes à feu qui sont mises à la disposition du public dans des conditions très très libres. Donc évidemment, on est sur une problématique qui divise le camp conservateur entre le tenant de l'ordre et donc d'un ordre qui forcément régule les armes, et puis les tenants d'un deuxième amendement, pardon, qui n'a pas de limite ou de contrainte. Mais je crois que c'est le résultat finalement du caractère de plus en plus prégnant à l'intérieur du débat politique de la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire qu'aucun président aujourd'hui
ne peut se permettre une erreur dans une nomination à la Cour suprême et même dans des nominations dans les cours fédérales d'appel, les enjeux étant tellement importants. Et ces enjeux sont importants, pourquoi? Parce qu'il faut quand même le rappeler, on a un déclin du Congrès avec une productivité législative qui est faible, un Congrès qui est tout à fait disposé, quand on lui demande, à abandonner un certain nombre de ses prérogatives, et un exécutif qui n'a pas toujours été des plus fonctionnels, et ça sera le doux euphémisme d'une belle fin de soirée parisienne. Très bien. S'il y a des questions, j'ai un rebond, enfin, j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Vincent, sauf s'il y a des questions. Bien sûr. Non, je trouve ça intéressant de se poser la question des erreurs à commettre et à ne pas commettre, de continuer à s'intéresser au lien entre le processus de nomination et ensuite le soutien qu'un exécutif peut espérer de la Cour. Il a été la question du comportement des juges au cours de la destitution a été beaucoup questionnée sur la scène politique brésilienne. Pourquoi ces juges nommés par le Parti des travailleurs avaient-ils ensuite été si peu disposés à faire respecter le texte constitutionnel au cours de la destitution? Et l'une des interprétations qui a été mise en avant, ça a été que le Parti des travailleurs est arrivé au pouvoir dans un contexte de très grande crainte à l'égard de ses intentions quant à l'appareillage de l'État, c'est-à-dire au fait d'utiliser d'autres institutions, de placer ces hommes à la tête des états-majors militaires, de placer des membres du camp de centre-gauche qui n'avaient jamais été au pouvoir, donc au cœur des institutions, et que le Parti des travailleurs aurait mis un point d'honneur à ne pas nommer des juges trop identifiés à la gauche. Alors, en particulier, il y a des grandes figures maintenant de magistrats qui ont été clairement non nommés par les présidences. Je pense à Juarez Tavares, qui était quelqu'un qui était un candidat évident, et il y en a d'autres de son acabit qui n'ont pas été nommés. Et donc, de comprendre dans quelle mesure ces choix de jouer le jeu de la séparation des pouvoirs en ne nommant pas des proches dans des institutions où ils pourraient être nommés, pour ne pas apparaître comme les plus radicaux du tournant à gauche, par exemple. Est-ce que ça a joué justement dans ces nominations et dans ensuite le fait d'avoir des juges conservateurs, ou en tout cas plus conservateurs que ce qui était possible d'établir? Alors, bien sûr, il fallait que le Sénat valide, puisqu'il faut la majorité absolue du Sénat ensuite, mais les lectures qui sont actuellement proposées indiquent qu'il était possible de nommer davantage de juges qui auraient été plus identifiés au camp du centre-gauche que ce qui a été fait. Et ça a eu des conséquences, y compris, je vous parlais de la très grande timidité du suprême dans les années 2000, par exemple, sur les questions de justice transitionnelle, c'est-à-dire sur les questions de la gestion du passé dictatorial, sur l'ouverture des archives, en particulier des archives militaires, sur la remise en cause de la loi d'amnistie. Le Brésil est le seul pays qui n'a jamais remis en cause la loi d'amnistie sur les agents de l'État et des militaires, qui a été auto-attribuée par le pouvoir militaire en 1979. En 2008, au moment de la plus grande popularité du gouvernement de Lula, au moment où est établi un plan de respect des droits humains extrêmement ambitieux et où la commission vérité est en gestation, le suprême se prononce contre toute remise en cause de la loi d'amnistie. Donc, il y a eu des conséquences aussi en termes d'absence d'adhésion à un projet qui était un projet progressiste, sur pas une question sociétale, mais sur une question de la gestion du passé récent. Donc, pourquoi est-ce que des juges si peu progressistes ont été nommés par le PT? C'est une question. Il y a la question de la crainte de l'audace et de la crainte de ce que ça pouvait avoir renvoyé comme image pour ces gouvernements-là. Et il y a aussi la question, et ça je voudrais bien poser la question à Vincent, de la composition du judiciaire. Le judiciaire brésilien est une corporation extrêmement conservatrice, extrêmement peu diversifiée du point de vue de ses origines sociales, extrêmement blanche,
hein, extrêmement blanche, et qui s'est massifiée sous les années du PT, du Parti des travailleurs, avec une augmentation considérable des postes au concours en particulier, mais qui s'est massifiée dans des secteurs qui sont des secteurs de classe supérieure. Hein. Ce sont des héritiers en général, et qui sont par ailleurs, et je conclus là-dessus, une corporation qui a extrêmement bénéficié d'un point de vue financier de la Nouvelle République, qui sont une corporation extraordinairement bien rémunérée. Hein. Et donc, ce qui correspond à une certaine position dans la structure sociale et à un certain nombre de choix politiques, en particulier depuis une dizaine d'années. Donc voilà, la question c'est est-ce que le Parti des travailleurs avait moyen de nommer des juges qui étaient des juges disposés à le défendre? Alors, voilà, j'arrête là. Si je puis me permettre, avant de repasser la parole à Vincent, parce que j'ai été témoin, y compris de la question de la remise en cause ou non de la loi d'amnistie de 1979, quand j'étais ambassadeur. Moi, ce que je voudrais dire quand même, pour peut-être nuancer un peu ce que vient de dire Maud, on est avec des systèmes très parallèles, hein, puisque c'est des juges, ils sont nommés par le président, il faut un accord majoritaire du Sénat. La petite différence, c'est que ils n'ont pas à prendre leur retraite aux États-Unis, tandis qu'au Brésil, si. Alors, c'était 70 ans, maintenant c'est 75, donc ils ont quand même pas mal de temps devant eux. Mais la grosse différence, c'est qu'on n'est pas en bipartisme quand même, et que le pouvoir du PT a toujours été un pouvoir appuyé législativement par des gens qui d'ailleurs se sont retournés contre Dilma Rousseff, il ne faut jamais l'oublier, et notamment ce parti qui s'appelait PSDB, et qui… Pardon. Oui, PSDB, c'est ça. Hein. PSDB, oui. Et donc… c'est vrai que le président du Sénat, d'ailleurs, étant Sarney à cette époque, enfin, il ne faut quand même pas oublier que Lula a dû composer et a composé, c'est pas seulement qu'il a dû, c'est qu'il a composé avec des forces très conservatrices dans le système politique, enfin, c'est mon point de vue, dans le système politique brésilien. Donc, ça n'était peut-être pas très simple. Ah, c'est sûr que ce n'était pas simple, il n'y a pas de doute là-dessus. Vraiment pas simple. Et le PT n'a jamais eu plus de 20% voilà. vraiment donc, à la Chambre. Hein. On n'est pas dans le même type d'enjeu de nomination, c'est ça que je veux dire. Non, mais tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. La question qui est vraiment très, très concrètement posée, c'est un certain nombre de figures de juges qui ont été sciemment écartées. Oui. Et pourquoi ces juges ont été sciemment écartés avec Parce qu'ils n'auraient pas été validés par le Sénat, c'est pas sûr. Hein. Le vice-président, le président du Sénat, etc., étaient des personnalités aussi qui étaient dans une mouvance qui était quand même pas du tout celle du Parti des travailleurs. Enfin bon, une partie de l'aile du Parti des travailleurs. Mais ce sur quoi je veux vraiment insister, c'est sur le caractère d'aristocratie que vient d'évoquer Maud, hein, d'aristocratie des… Il y a très peu de fonctions publiques au Brésil. Au Brésil, il y a jusqu'à une période récente, il y avait l'Itamaraty, les diplomates, et puis il y avait les juges, et notamment la partie supérieure du système et les juristes. Donc c'est une véritable aristocratie, et une aristocratie aussi moi, quand j'étais ambassadeur, j'avais fait des calculs sur la différence de rémunération. Alors c'est vrai que le réel était plus haut, entre un juge français et un juge brésilien. Le juge brésilien touchait 3 fois environ ce que pouvait toucher un juge français à cette époque. C'était quand même 3 fois précisément. Je ne parle pas du niveau de vie que ça entraîne, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose c'est un peu une caste, il faut bien le dire, malgré la fluidité sociale que le Parti des travailleurs a pu créer quand il est arrivé au pouvoir. Pardon de ce commentaire, hein, mais qui est un peu du ressenti sur ce que j'ai pu vivre à ce moment. Vincent. Oui, il est passionnant parce que, en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que autant il y a de très nombreux parallélismes et échos entre le Brésil que vous décrivez, Maud et Yves, et puis les États-Unis, mais autant il y a
il y a aussi des écarts extraordinaires. Maud, tu disais que le judiciaire brésilien est une espèce de caste très rigide et très fermée sur elle-même. Je rappelle quelque chose qui ne peut qu'interpeller un membre du Conseil supérieur de la magistrature ou quelqu'un qui vient du judiciaire français. Pour être juge aux États-Unis, y compris à la Cour suprême des États-Unis, il n'y a même pas d'obligation d'avoir un diplôme de droit. Un petit fait d'histoire drôle, mais ce n'est qu'au début des années 1960 que les 9 juges de la Cour suprême des États-Unis sont diplômés d'une faculté de droit. Mais qu'avant eux, il y a eu de très nombreux juges de la Cour suprême, dont certaines très grandes figures de droit, qui n'étaient même pas diplômés de droit. Et qu'aujourd'hui, que ce soit les juges fédéraux de première instance, les juges dans les cours d'appel fédérales et la Cour suprême, il n'y a pas d'obligation constitutionnelle ou législative d'être déjà juge. La fonction de juge est politique. On est nommé au niveau fédéral par le président avec l'avis et consentement du Sénat. Et donc, la procédure est en quelque sorte très politique et on peut puiser dans tous les aspects de la société. Et c'est ça qui est intéressant aussi parce que ça veut dire que la légitimité d'un tribunal qui est exclusivement composé, par exemple, d'hommes blancs, ce n'est plus le cas maintenant, Dieu merci, ou d'un tribunal dans lequel certains groupes de la société ne sont absolument pas représentés, pose question, comme de la même manière qu'elle peut poser question lors d'un procès. Aux États-Unis, aujourd'hui, tout le monde se scandalise, là encore, me semble-t-il, à juste titre, du fait que va commencer cette semaine le procès des 3 suspects dans l'assassinat d'un jeune noir qui faisait son jogging dans la banlieue d'Atlanta. Et sur les 12 jurés, 11 sont blancs. Et donc un seul est afro-américain dans un comté des États-Unis où les Noirs américains représentent un pourcentage très important de la population. Et on peut dire la même chose de la composition des tribunaux. Et donc, il est particulièrement intéressant de voir que les présidents ont cette liberté entière de choisir des profils politiques. Et aujourd'hui, la totalité des 9 juges sont d'anciens juges eux-mêmes, en général de cour d'appel fédérale, mais là encore, ça n'a aucun caractère d'obligation. Et la seule raison, en fait, pour laquelle on va vers ces magistrats de profession, quasiment, j'allais dire, même si le terme est impropre pour les États-Unis, c'est parce qu'ils sont beaucoup plus prévisibles, parce qu'ils ont déjà décidé de très nombreuses affaires. Ils ont derrière eux un paper trail, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des centaines de pages d'attendus qu'ils ont rédigés, donc on les connaît par cœur. Alors qu'un homme politique, une femme politique est plus imprévisible en quelque sorte dans ses jugements. Merci. Alors, je sais que tu dois partir, mais il y a des questions qui nous ont été posées. Alors, j'aimerais bien quand même que tu prennes encore 2-3 minutes pour répondre. Bien sûr, avec plaisir. Alors, une première qui est directement liée aux États-Unis. Anthony nous dit, dans le cadre des nominations-confirmations aux États-Unis, il faut mentionner l'impact des nouvelles normes établies par Mitch McConnell, qui les a bafouées en 2020, sans parler de sa stratégie non dissimulée d'obstruction systématique. Autre particularité inquiétante sur la loi SB 8 du Texas, c'est l'atteinte au principe de l'intérêt à agir pour justifier un recours, ainsi qu'à la procédure légale régulière du 14e amendement qui prévoit que toute entrave substantielle à la liberté peut justifier un recours devant une juridiction compétente. De ce petit commentaire, est-ce que ce commentaire t'inspire quelque chose? Oui, tout le monde est quelque part entre l'étonnement, la stupéfaction, le scandale sur cette loi qui finalement, je le disais il y a quelques minutes, encourage des chasseurs de primes pour interdire l'accès à l'interruption de grossesse. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est, comme le dit
très bien cette question. C'est fait pour contourner justement ce qui est un des principes fondamentaux du droit américain, c'est-à-dire qu'il faut que, pour qu'on puisse examiner la constitutionnalité d'une décision, qu'il y ait action de l'État, en l'occurrence. Oui. Puisque la Constitution le dit, le 14e amendement le dit, « No state shall deny ». Et donc, à partir du moment où l'État du Texas n'agit pas, ce n'est pas lui, en quelque sorte, qui interdit le recours à l'avortement. Il autorise simplement des citoyens à se porter en justice contre des personnes qui pratiquent l'avortement. Et donc, d'une certaine manière, la loi a été rédigée, prévue, dessinée pour contourner cet obstacle de l'action de l'État. Alors, sur les normes McCrans, moi, je vais être un petit peu direct, c'est même pas des normes, c'est du coup par coup. En 2016, l'idée, c'était qu'on ne pouvait pas faire une nomination à la Cour suprême des États-Unis pendant une année électorale, alors qu'en plus, il y avait un Sénat et un président qui était à majorité opposée. En 2020, on s'est assis sur ce principe au motif que le Sénat et la présidence étaient alignés en termes partisans et politiques. Je crois qu'il faut être parfaitement cynique par rapport à ça. Il y avait intérêt à bloquer la nomination de Merrick Garland en 2016. Il y avait intérêt à faire passer Amy Coney Barrett en 2020. On est dans une instrumentalisation parfaitement brutale et vulgaire du politique, mais parler de normes, c'est faire trop d'honneur à Mitch McConnell. De toute façon, il n'y avait pas de normes. C'est même pour ça que, quand on voit la symétrie, les 9 mois ou 10 mois, je ne me souviens plus exactement pour Obama, oui. Le mois pour Trump, où tout peut se faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas de normes. Et là-dessus, ils se sont assis absolument sur des soi-disant principes. Alors, une deuxième question. Alors, aux deux, là, une question de Robert Boyer, une petite question à la lumière de ces deux exemples et de ce que l'on observe en Hongrie ou en Pologne. Quels sont les fondements de la légitimité d'une Cour suprême? L'inertie des nominations qui traverse la présidence aux États-Unis, une vision légaliste de la société, ordolibéralisme en Allemagne, une perception comme une modernisation démocratique après des dictatures, effectivement la puissance d'un pouvoir judiciaire, une société dans laquelle les conflits idéologiques sont refroidis, comme dans les pays scandinaves, ou encore la prise en compte implicite de l'orientation du gouvernement, soit une flexibilité opportuniste. Et Robert Boyer parle de la France, en l'occurrence. Alors, je vais répondre très vite parce que malheureusement, je dois impérativement vous quitter, mais pour dire qu'il y a finalement il y a deux possibilités, il y a deux réponses possibles à Robert. La première, c'est finalement de se réfugier derrière ce que les Américains appellent la retenue judiciaire et la théorie des questions politiques. C'est-à-dire que la Cour suprême décide de ne pas décider et d'identifier un certain nombre de questions comme étant des questions politiques. Et la métaphore qui est toujours employée aux États-Unis, c'est celle du political thicket, du fourré à épines politique, dans lequel la Cour suprême doit absolument ne pas s'immiscer. Et puis, il y a une deuxième solution qui est d'accepter finalement la politisation de cette Cour, et du coup, la Cour doit être réformée, notamment dans le mode de nomination ou dans la durée du mandat des juges. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, et merci encore pour ta participation. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Et on a eu vraiment plaisir à te revoir et à causer avec toi. Je passe la parole à Maud pour la réponse à la même question. Et pour commentaires. Comment? Et pour d'autres commentaires. Alors, j'avais d'autres commentaires éventuellement, mais je vais commencer par répondre à la question. Alors,
C'est une question avec tout un éventail de légitimation possible. Alors, bien évidemment, dans le cas du Brésil, mais en général, un pouvoir suprême judiciaire est indispensable à un état de droit pensé autour de la séparation des pouvoirs. Et donc, il faut une Cour suprême, il faut une instance supérieure du pouvoir judiciaire, quel que soit son fonctionnement. Donc, de toute façon, son existence est une obligation. Alors, il ne s'agit pas forcément d'une modernisation démocratique dans le cas du Brésil, puisqu'il existait des cours suprêmes depuis, même avant l'indépendance, en fait. Néanmoins, sans parler forcément de modernisation démocratique, la Cour suprême a été, à d'autres moments de l'histoire brésilienne, un outil de défense des libertés et de l'état de droit, y compris sous la dictature. C'est intéressant de voir comment la Cour suprême civile et le suprême tribunal militaire ont été des instances au Brésil extrêmement fortes de limitation de l'arbitraire dictatorial, au point que finalement le premier pas des militaires vers l'inscription dans la durée de leur propre pouvoir en 1965, quand est édicté le deuxième acte institutionnel, le premier, au moment du coup d'État, n'ayant pas de numéro, puisqu'il était censé être l'unique. Et à partir de 65, il est clair que le régime s'inscrit dans la durée et donc réorganise les institutions afin de permettre l'exercice d'un pouvoir autoritaire et répressif. Et ben, la mesure qui est inclue dans cet acte institutionnel numéro 2, c'est l'augmentation du nombre des juges, des ministres, entre guillemets, de la Cour suprême, afin de pouvoir prendre le contrôle sur les positions politiques de ces tribunaux. Et également, et c'est plus intéressant encore, les prérogatives de la justice militaire ont considérablement accru pendant la dictature, en particulier pour lutter contre ce qui était considéré comme des ennemis politiques. Donc c'est une institution qui est une institution qui y compris en dehors du régime démocratique, a été un outil de préservation de l'état de droit et qui, évidemment, est-ce que apporte une vision légaliste de la société? Là encore, évidemment, quelle que soit l'instrumentalisation que vous avez tempérée dans mon discours de l'utilisation de la rhétorique du droit pour dissimuler en fait des enjeux politiques, c'est une réalité. Néanmoins, la Cour suprême est aussi une garantie du respect d'un certain nombre de préceptes constitutionnels, et ce, au-delà des instrumentalisations et des affiliations à des factions qui sont plus momentanées. Donc, à quoi sert la Cour suprême? Elle sert à trouver l'équilibre dans chacun des régimes entre des interprétations juridiques et des textes constitutionnels et une place qui est une place nécessairement d'acteurs politiques. Et là, je voudrais aller un peu plus loin en écho, là encore, à ce qu'a dit Vincent. Et ce que vous m'avez fait penser, Monsieur Saint-Jour, sur ce qu'on appelle le présidentialisme coalition, c'est-à-dire un système disons, politique très complexe où le président est affilié à un camp politique qui est nécessairement ultra minoritaire et nécessitant l'établissement d'alliances extrêmement larges, y compris avec des partis qui sont très distincts idéologiquement du programme pour lequel la majorité de la population a voté pour le présidentiel. Et finalement, un certain nombre de fonctionnements de la Cour suprême est un espèce de reflet particulier déformé de ce présidentialisme de coalition, avec des nominations qui sont dues aux enjeux du moment, à des soutiens qui sont nécessaires à obtenir, y compris dans le législatif, puisqu'il y a des connexions très fortes entre les ministres, enfin les juges, pardon, et le législatif, et une certaine imprévisibilité du jeu politique. Et justement, que ce soit dans l'enceinte législative
et se retrouve dans l'enceinte judiciaire. Hein. C'est-à-dire, il a été difficile de prévoir assez tardivement quel allait être le comportement des chambres à l'égard, par exemple, de la destitution de Dilma Rousseff, tout comme le comportement de fait du suprême a été imprévisible et d'ailleurs non prévu. Et à plein d'étapes, en fait, il a été une surprise, y compris pour des gens très bien informés. Moi, je me rends compte que je connais plein de gens qui sont au cœur du système judiciaire et qui, jusqu'à la dernière décision du juge, ne savaient pas quelle allait être la sentence finale. Et cette imprévisibilité, elle est le reflet d'alliances très complexes et beaucoup plus compliquées à établir que justement ce qu'on voit dans la situation américaine, avec une situation vraiment bipolarisée et avec un enjeu très fort de nomination dans un camp qui permet ensuite de s'assurer des jugements conformes à un projet politique de la part de l'exécutif. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je l'ai vraiment vécu comme ça, notamment avec l'alliance, les 2 mandats de Lula, le premier mandat de Dilma Rousseff, le PMDB au cœur du dispositif, des choses très complexes. Et je crois que ça a quand même joué un rôle important. Écoutez, peut-être y a-t-il encore une question. Voilà, ben non. Moi, je veux bien rajouter quelque chose. Si on pourrait continuer si vous avez encore 2-3 remarques à faire, Maud. Moi, en fait, je trouve que j'ai un petit regret sur le fait que, c'est très bien parce qu'on a vraiment fait dialoguer, je pense, les 2 situations, mais je voudrais insister, même si c'est une évidence et que c'est au cœur de l'actualité, sur la situation des dernières semaines, en fait, du suprême. On n'a quasiment pas prononcé le nom de Bolsonaro, hein. Or, on est dans une situation très particulière, là, où la Cour suprême est devenue le symbole dans les équilibres politiques du bastion qui va faire résister un certain nombre de fonctionnements démocratiques et qui est l'objet d'une extraordinaire hostilité de la part des militants virtuels et y compris des militants physiquement qui considèrent maintenant que la Cour suprême, c'est vraiment le symbole du vieux système, de cette classe politique et de cet état pourri de l'intérieur qui ne défend pas les intérêts du peuple. Enfin, toute une rhétorique très puissante et très mobilisatrice pour les militants d'extrême droite, avec du coup une Cour suprême qui se retrouve à être dans une situation, y compris de limitation des ardeurs de l'exécutif sur tout un tas de questions. En avril de cette année-là, la Cour suprême a dû limiter vraiment une grande partie d'un décret présidentiel sur le port d'armes, sur le droit illimité à détenir des armes. Et la Cour suprême, surtout, va avoir des mesures qui ne sont pas des mesures extrêmement ambitieuses, mais qui se retrouvent aussi dans une stratégie de limitation des mesures de l'exécutif et des discours de l'exécutif. C'est la 3e fois, me semble-t-il, qu'un parlementaire fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de la Cour pour exaltation de la dictature, appel à fermeture de la Cour et appel à un nouvel acte institutionnel numéro 5, qui était l'acte qui a vraiment caractérisé les années de plomb pendant la dictature. Et donc, il y a une situation là qui a distingué de tout ce que j'ai dit sur le fonctionnement de la Cour dans la crise démocratique, qui demeure une réalité. La Cour n'a pas changé et ses ministres sont les mêmes. Néanmoins, il se trouve dans une situation actuellement d'avoir à choisir les meilleures procédures pour réfréner un exécutif qui est quand même en fuite en avant, en fuite en avant autoritaire, très clairement, et dont on n'a pas complètement conscience, j'ai l'impression. Il existe une espèce de confiance parmi les observateurs européens sur le fait que finalement le processus électoral de 2022 va forcément avoir lieu, que les élections auront lieu, que les contestations émanant de la présidence ne pourront pas aller beaucoup plus loin que ce qui s'est passé aux États-Unis. Or, le Brésil n'est pas les États-Unis sur tout un tas de ces institutions d'État, que ce soit l'armée, que ce soit
que ce soit la disposition de parlementaires à suivre le résultat électoral. Et surtout, eh bien, Bolsonaro est armé, pas forcément avec un appui majoritaire des états-majors désormais, mais il dispose d'un appui des polices militaires, d'un appui des gardes municipaux, d'un appui de milices extrêmement armées. Et donc, peut-être que l'affrontement va être plus aigu. Et dans ce cadre-là, la Cour suprême va avoir à parler fort, parler haut, s'obtenir des fidélités, parce que je pense que, ne serait-ce que pour sa protection personnelle contre des enquêtes judiciaires ultérieures et de ses fils, Bolsonaro va être disposé à alors, soit négocier cher son immunité ultérieure, soit jouer absolument le bras de fer jusqu'à la fin pour ne pas ensuite être l'objet de condamnation pour lui et pour ses fils. Donc voilà, c'est juste simplement pour retraduire le caractère chaud de la situation actuelle au Brésil. C'est très important. Quand il a été élu, beaucoup de gens il y a eu deux types de réactions. Une réaction qui a dit voilà, c'est terrible, c'est l'extrême droite, la fin de la démocratie, etc. Puis d'autres disant non, il y a une société civile au Brésil, il y a des institutions, etc. Bon, alors on a vu ce qui s'est passé sur les années qui ont suivi et on est toujours dans cette espèce de tension, quoi. Et effectivement, c'est très difficile d'être très serein face à la situation, sur le plan de la démocratie, face à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup. Paul-Henri, je ne sais pas si vous êtes avec nous. Je crois qu'il faut conclure maintenant parce qu'il faut que nous ayons, voilà, Vincent étant parti, je crois qu'il faut conclure la conversation. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup, cher Yves. Merci à Maud et à Vincent pour ce dialogue tout à fait passionnant et qui me montre bien, je pense, la pertinence de cette proposition transaméricaine, parce que c'est en comparant, en confrontant qu'on sent mieux la spécificité des situations. Et bien, c'est cette même confrontation que nous allons pouvoir mettre en œuvre bientôt sur différents sujets. Donc, dès le 7 décembre, toujours à 17h, sur prison et enfermement dans les Amériques, au tournant des 20e et 21e siècles. Donc, c'est Lissel Quiros qui dirigera le débat entre, d'un côté, Élodie Edwards-Grossi de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et Chloé Constant de la Flaxo. Prison et enfermement dans les Amériques, le 7 décembre. Et puisque nous avons encore quelques minutes, je me permets d'énumérer les séances suivantes. Le 11 janvier, multiculturalisme dans tous ses états, avec Sylvia Capanema et Françoise Lejeune, avec comme discutant James Cohen. Le 1er février, Villes et cultures dans les Amériques, présentation du numéro 17 de la revue IDEAS, la revue de l'Institut des Amériques, coordonnée par Diana Burgos et Cynthia Gora-Gobin, avec comme intervenants différents auteurs de ce numéro de revue, Barbara Morovitch, Pascal Nedelec, Suzanne Paquet et Laurent Vernet. Le 1er mars, ce sera Moderniser la nation, race, entre guillemets, et citoyenneté dans les Amériques. Yves Saint-Jour coordonnera l'organisation de cette séance qui sera modérée par Jean-Baptiste Thomas avec comme intervenants Emmanuel Sinardet et Pape Ndiaye. Et enfin, le 12 avril, le 12 avril, présentation de 2 ouvrages de la collection des Amériques aux presses universitaires de Rennes. Séance animée par Morgana Herrera, membre du conseil scientifique de l'IDEA, avec Fabrice Lecorguillet sur les ancrages amérindiens et Maud Ivinec sur les Péruviens auparavant nommés Indiens. C'est le titre de son ouvrage. Enfin, le 3 mai, nous parlerons de littérature, des circulations éditoriales dans l'espace atlantique au XXe siècle. Roland Béard animera un débat entre, d'une part, Laurence Cossu-Beaumont et d'autre part, Gustavo Guerrero.
Voilà, ben, je crois qu'on peut se souhaiter une bonne soirée. Remercier encore nos intervenants, notre président qui a présidé cette séance et tout l'auditoire, bien sûr, ici présent. Alors, un certain nombre étaient identifiables parmi les participants, mais il y a aussi d'autres auditeurs qui nous suivent sur Facebook. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Maude. Merci. Merci Yves. À tous. Merci Au revoir. Bolan. Au revoir. Au revoir.